Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis très heureuse d'accueillir Madame Piram ce soir au nom de la Société des Arts et de l'ACES, donc l'Association culturelle égypto-suisse, avec laquelle nous faisons ce soir notre deuxième conférence commune. Sauf erreur, c'était l'année dernière, parce qu'entre différentes crises, Covid, la carmagnole de Covid, c'est monsieur l'archéologue Bonnet qui était venu parler ici pour une très intéressante conférence. Il venait de rentrer du Soudan. Voilà, je vous suggère aux uns et aux autres de prendre les bulletins de l'autre association, parce que toute l'idée, c'est justement de promouvoir différentes activités culturelles. Et je pense que chacun, d'une association ou de l'autre, a tout intérêt à connaître l'autre association. Et je passe la parole à Madame Monique Eid, qui va vous présenter l'oratrice de ce soir. Merci beaucoup. Merci Fabien. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir dans ce magnifique, vénérable endroit. En fait, je représente la présidente de l'association. Est-ce que vous m'entendez sans micro? Oui. Non. Alors. Ça ne marche pas. Vous m'entendez sans micro? Non. Vous m'entendez? Ah, voilà. Je représente Madame Jihan Mortar Brandt, la présidente de l'association, qui est malade, qui a le Covid. Donc, je vais vous présenter notre Madame Sarah Piram, j'ai un trou de mémoire. Merci beaucoup à la Société des Arts de nous recevoir dans ce magnifique bâtiment avec qui nous organisons cet événement. Espérons qu'il y en aura d'autres. Et alors, je vous présente très brièvement, je lis, Sarah Piram est conservatrice en charge des collections iraniennes au Victorian Albert Museum à Londres. Depuis son arrivée au musée, elle a notamment travaillé sur l'exposition internationale Épique Iran en 2021, retraçant 5000 ans d'art et de culture en Iran. Sarah Piram est également en train de terminer sa thèse avec l'université Paris-Nanterre sous la direction de Rémi Labrusse et le département des arts de l'islam du musée du Louvre, portant sur l'histoire du patrimoine et de la muséologie en Iran, à travers les archives d'André Godard, architecte 1881-1965, architecte français ayant œuvré pendant plus de 30 ans pour la reconnaissance du patrimoine iranien. Voilà, c'est tout. Enfin, c'est tout. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Alors, avant toute chose, je souhaiterais remercier Fabia Christon et Monique Eid pour l'introduction, ainsi que Jihan Mokhtar Brandt, qui malheureusement n'est pas parmi nous ce soir, pour cette invitation à la Société des Arts de Genève. Je ne connaissais pas, pour être honnête, l'association culturelle égypto-suisse, et c'est un réel plaisir d'être parmi vous ce soir. Alors, il faut dire que j'ai beaucoup à apprendre sur les liens entre l'Égypte et la Suisse, mais dans le jeu des dialogues entre nations, il y a bien un sujet que je maîtrise, celui des rapports culturels entre l'Iran et la France, et qui fait aussi l'objet de ma thèse de doctorat, comme l'a indiqué Madame Eid, à l'Université Paris-Nanterre, en collaboration avec le Musée du Louvre et en marge de mes activités au V&A, donc le Victoria and Albert Museum, à Londres. Ah, tout le monde m'entend? Oui. Très bien. Alors, ma présentation ce soir porte sur la redécouverte de l'Iran et de son patrimoine dans les temps qui peuvent être qualifiés de modernes dès le début du XXe siècle. Le titre que vous avez sur l'écran, « Nouveau regard sur l'art persan au XXe siècle », pose la question de la nouveauté, mais aussi la question de l'art dit persan.
et persan entre guillemets. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors pour bien démarrer cette conférence, et pour nous situer convenablement, ce soir je vous emmène en Iran, au Moyen-Orient et aux portes de l'Asie centrale, un carrefour historique de civilisation où s'est formé un patrimoine culturel et artistique dès la fin du 4e millénaire avant notre ère. L'art de l'Iran, toute période confondue, a longtemps été appelé art persan, et cela pose encore une certaine confusion aujourd'hui. En fait, l'Iran est le nom donné par les Iraniens à leur pays depuis l'Antiquité, alors que la Perse est un mot dérivé de Pars ou Fars, qui est le nom d'une province du sud-ouest de l'Iran et qui a été utilisé par les Européens depuis la période grecque antique. Tout le monde connaît bien sûr les guerres opposant les Perses aux Grecs. Puisque les Iraniens ont toujours appelé leur pays Iran, en 1935, à la demande du souverain iranien Reza Shah Pahlavi, la Perse fut rebaptisée Iran sur la scène internationale, et il est alors devenu plus approprié de parler d'art iranien. Ceci dit, on emploie toujours le mot persan pour qualifier la langue, qui s'est formée dans l'Antiquité et dans la province du Fars, et qui perdure encore, avec des évolutions bien sûr. Alors malgré une histoire mouvementée faite de nombreuses guerres et conquêtes, l'art en Iran a pu maintenir une certaine continuité, tout comme cette langue persane qui a pu subsister. Certains d'entre vous ont peut-être vu l'exposition Epic Iran à Londres l'année dernière, malgré les circonstances liées à la pandémie, et sur laquelle j'ai travaillé. Voici donc à titre d'exemple quelques œuvres exposées et qui montrent la variété des créations iraniennes de 3200 avant notre ère, donc au début à la fin du 4e millénaire avant notre ère jusqu'à aujourd'hui. Il y a au moins une date importante à retenir dans l'histoire de l'Iran, qui se situe aux environs de 620-650 de notre ère, comme vous vous en doutez, donc au moment où a eu lieu la conquête musulmane, et qui sépare donc la période ancienne de la période islamique. Après cet ancrage un peu sommaire, je vous l'accorde, du sujet de ce soir, je vais vous parler dans un premier temps de la découverte de l'art en Iran par les voyageurs européens, notamment à la fin du XIXe siècle. Et dans un second temps, j'évoquerai les réactions iraniennes qui ont suivi et les mesures employées par le gouvernement. Je vous présenterai pour finir la redécouverte, si on peut dire, de ce patrimoine à travers quelques figures emblématiques. Alors, l'Iran est devenu un lieu de fascination pour les voyageurs dès le XVIIe siècle, sous le règne des Safavides, lorsqu'ils avaient pour capitale la ville d'Ispahan, ou Isfahan. Bon, je vais appeler cette ville Ispahan ce soir. Le voyageur italien Pietro della Valle fut parmi les premiers à relater les efforts du souverain iranien Shah Abbas Ier pour embellir Ispahan avec ses palais et ses nombreux jardins. Dans ses écrits destinés aux lettrés européens, Della Valle observe le sens très développé de l'urbanisme des Iraniens et décrit les monuments qu'il voyait sur son chemin. La célèbre place d'Isfahan, le Meydan Enarche Jahan, représenté sur l'écran en bas à droite, cette place fascina plus d'un voyageur. Donc, ce fut le cas de Della Valle, mais aussi plus tard dans les années 1840, au XIXe siècle, de deux Français, Eugène Flandin et Pascal Coste, architectes et aquarellistes. Envoyés du roi Louis-Philippe Ier, ces deux Français voyagèrent ensemble en Iran pour une mission patrimoniale majeure, la première du genre. En effet, ils nous offrent à voir les premiers témoignages de l'architecture iranienne à travers les planches de l'ouvrage en 8 volumes, appelé Monuments modernes de la Perse, édité en 1867. À travers leurs dessins et descriptions, ils ont pu ainsi répertorier les monuments iraniens, aussi bien de période ancienne que de période islamique. Alors à cette époque, c'est la dynastie... Pardon, je ne sais pas, j'ai un petit souci avec mon pointeur. Alors j'ai un petit souci technique. C'est la dynastie Qajar qui régnait en Iran à ce moment-là, et son souverain Mohammad Shah entretenait... Pardon, je suis complètement... J'aurais besoin du technicien. Enfin, ceci dit... Je reprends. Donc cette célèbre place d'Ispahan, le Meydan Enarche Jahan, fascina plus d'un voyageur. Donc ce fut le cas de Della Valle, mais aussi de Eugène Flandin et Pascal Coste.
qui était envoyé par Louis-Philippe Ier. Désolée, je n'arrive pas à accéder à mes notes. Soit je suis bloquée dans l'écran. Ah. Mais c'est pas grave. Ah oui, ok. C'est pas grave. Ça va aller? Ça va aller. Peut-être essayer de scroller quand même, peut-être qu'on s'y... Non, mais c'est bon. Est-ce qu'on peut passer en mode normal du coup? Je pense qu'on peut quitter. Ouais, merci. Je suis désolée. Il fallait appuyer escape. Revenez sur votre slide. Ok, Il suffisait d'appuyer escape. ok, merci beaucoup. Donc, pardon. Je vais prendre la bonne technique ancienne. Donc Flandin et Coste nous offrent à voir les premiers témoignages de l'architecture iranienne à travers les planches de l'ouvrage en 8 volumes appelé Monuments modernes de la Perse, qui a été édité près de 20 ans après leur voyage en 1867. À travers leurs dessins et descriptions, ils ont ainsi pu répertorier les monuments iraniens de période ancienne et de période islamique, comme je vous le disais. Et c'est la dynastie Qadjar qui régnait en Iran à ce moment-là. Et le souverain Mohammad Shah entretenait de bonnes relations avec la France. Et c'est donc dans un contexte favorable que Flandin et Coste furent accueillis en Iran. Le fils de Mohammad Shah se prénommait Nasser al-Din Shah. C'était un passionné d'art qui introduisit notamment le daguerréotype et la photographie au sein de la cour iranienne. Voici d'ailleurs à l'écran une photo de lui issue des archives de Téhéran, du palais du Golestan. Durant son règne, Nasser ad-Din Shah signa une convention archéologique avec la France et cela permit au couple français Jeanne et Marcel Dieulafoy, dont vous avez la photo sur l'écran, de s'installer en Iran et de commencer des fouilles dans le sud-ouest du pays, une région d'une grande richesse patrimoniale. Le couple a fait des découvertes majeures dans cette région, notamment pour ce qui concerne la période achéménide, cette dynastie qui a régné du 6e au 4e siècle avant notre ère et dont vous connaissez sûrement Persépolis ou encore Suse qui en étaient des capitales. Il faut dire qu'un certain nombre d'œuvres envoyées par le couple Dieulafoy furent envoyées à Paris, au musée du Louvre, dont je vous ai mis une petite photo sur l'écran. Et parmi ces objets, nous avons deux chefs-d'œuvre absolus. Le chapiteau que vous avez en bas à gauche, et les panneaux de briques polychromes provenant de Suse, qui datent du 6e siècle avant notre ère, et qui ont été transportés en fragments et remontés à Paris. Nasser al-Din Shah fut le premier souverain iranien à voyager en Europe. Alors voici une image à gauche du journal Illustrated London News. Et en 1889, il eut l'opportunité de visiter l'exposition universelle de Paris, comme l'indique le titre du journal. Et le Shah possédait aussi un journal de voyage qui a été publié et qui relate d'ailleurs son premier passage au musée du Louvre en 1873. Il a été totalement impressionné et fier de voir l'art de l'Iran exposé dans les salles du prestigieux musée et qui soit autant apprécié du public français. De retour en Iran, le souverain iranien signa une nouvelle convention archéologique avec la France qui donnait davantage de liberté aux Français. Ainsi, le partage des découvertes pouvait se faire à 50-50 entre l'Iran et la France. Les objets revenant à la France devaient être exposés au musée du Louvre, une vitrine qui était considérée unique sur l'art iranien, ou persan comme on l'appelait à cette époque en Europe. Le Shah lui-même souhaita la création d'un musée royal dans son palais à Téhéran à son retour de voyage, et donc son palais qui est le palais du Golestan et qui est toujours en place aujourd'hui. Voici à gauche une image d'un des bâtiments de cette structure massive au cœur de la capitale iranienne. Et inauguré en 1876, le premier musée au sein de ce bâtiment était d'inspiration européenne, mais il n'était pas suffisamment grand. Donc voilà à droite une image que j'ai trouvée dans les archives en Iran. Le Shah, vous voyez l'inspiration européenne à travers les lustres, les miroirs, la cheminée. Et donc il y avait vraiment cette idée d'exportation d'un modèle de musée. Et le Shah voulut rénover l'espace peu après son inauguration pour en faire un lieu encore plus important. Il ne trouvait pas que le musée était digne d'un grand musée. C'était une toute petite salle du palais. Il voulait quelque chose de beaucoup plus imposant et majestueux. Donc voici d'autres photos après la rénovation
Ces photos datent de 1876. Et le peuple iranien n'avait pas accès à ce musée. Seuls les membres de la cour pouvaient admirer les objets exposés, ainsi que les voyageurs européens qui les premiers firent prendre conscience aux Iraniens, comme je vous le disais, de leur richesse patrimoniale. Les représentants des pays étrangers étaient systématiquement accueillis dans ce musée, qui était finalement une vitrine diplomatique. Et d'ailleurs, elle était remplie de cadeaux diplomatiques ou d'objets achetés en Europe. C'était un lieu somptueux, orné d'objets en tout genre, mais en fait, il n'y avait pas d'art iranien, donc ce n'était pas un musée très représentatif. Le fils de Nasser al-Din Shah, Mozaffar al-Din, prit la succession de son père en 1896. On le voit ici en couverture du Petit Journal. Après une visite au Louvre en 1900, le nouveau Shah fut convaincu que le patrimoine de son pays était bien mieux valorisé au Louvre plutôt qu'en Iran. À son retour en Iran, le privilège exclusif des fouilles fut accordé à la France, donc exclusif sur tout le territoire. Mais le Shah souhaita également l'ouverture d'un musée archéologique en Iran pour sensibiliser les Iraniens à leur patrimoine. C'est ainsi qu'émergea l'idée d'un musée archéologique dans le pays. D'ailleurs, petite anecdote amusante, l'archéologue français Jacques de Morgan, qui fouillait pour le compte du musée du Louvre à l'époque, tenta d'empêcher ce projet, ce qui en dit long sur la domination française en Iran au début du XXe siècle, je trouve. De toute façon, le projet n'aboutit pas, puisque l'Iran faisait face à une crise politique interne majeure qui mena à la révolution constitutionnelle de 1905-1906. Et donc, finalement, les derniers souverains qadjars, dont Mozaffar el-Din, avaient d'autres priorités à régler, la question patrimoniale se trouva un peu délaissée. La découverte de fouilles illégales, toutefois, dans les années 1910, permit la confiscation de nombreux objets qui furent envoyés au ministère de l'Éducation à Téhéran. Les réserves de ce ministère se sont même vite transformées en musée, qui était ouvert cette fois au public iranien. Alors voici une image à droite de cette sorte de réserve musée. Je trouve le concept très intéressant pour les années 1910, sans aucune vitrine cependant ou information sur les œuvres. Mais on a bien là un lieu ouvert au public. C'était pas ouvert tous les jours, il fallait prendre rendez-vous, mais il y avait cette idée de montrer, de présenter le patrimoine au peuple. On sait qu'il y avait un catalogue, probablement écrit par le ministère de l'Éducation lui-même. Les objets étaient classés par matériaux, comme vous pouvez le voir. Mais l'inconvénient, en fait, avec ce premier musée est qu'il n'y avait pas de personnes suffisamment compétentes pour étudier les collections. Donc pas vraiment d'informations sur les objets disposés à terre. En concédant les fouilles archéologiques à la France, ou encore le pétrole aux Britanniques, les derniers souverains de la dynastie Qadjar n'avaient pas conscience de quelques sources de richesse majeures sur leur territoire, malheureusement. La France détenait un vrai monopole culturel. L'Iran ne fut jamais colonisé, mais après la Révolution constitutionnelle, à partir de 1907, le territoire fut partagé en deux zones d'influence, russe au nord en bleu sur la carte, et britannique au sud en rose sur la carte. La situation politique instable provoqua un changement de régime avec un coup d'État en 1921. Porté par Reza Khan à droite sur votre écran, ce coup d'État permit à la nouvelle dynastie Pahlavi de s'implanter en Iran et Reza Khan devint ainsi Reza Shah en 1925. Son règne fut marqué par la réforme et la modernisation du pays. Dès son arrivée au pouvoir, le Shah Pahlavi condamna fermement la suprématie étrangère en Iran et déplora les concessions qadjares. En 1927, donc 2 ans après son accession au trône, il prit la décision d'abolir le monopole français sur les fouilles. Il proposa en échange qu'un administrateur français vienne diriger un service culturel en Iran et qu'il soit employé par le gouvernement iranien. C'est ainsi qu'un service archéologique fut créé et dirigé par le français André Godard. Je reviendrai sur ce sujet, mais je précise dès maintenant que ce service archéologique n'était pas uniquement dédié à l'archéologie comme son nom l'indique, mais vraiment aux affaires culturelles du pays, incluant l'architecture, les beaux-arts et les musées. Pour stopper le monopole des fouilles par la France, mais aussi les fouilles illégales de plus en plus nombreuses en Iran, le service archéologique travailla sur la rédaction d'une loi sur les antiquités, dont voici le règlement d'application en français et en persan.
Ce document, conservé aujourd'hui au Musée du Louvre, au département des Arts de l'Islam, date du 3 novembre 1930 et donne des informations précieuses sur le nouveau statut des objets découverts en contexte de fouilles. Il y a un total de 52 articles. Les 11 premiers traitent des monuments nationaux. Les articles 12 à 17 portent sur les antiquités. Alors, juste pour préciser, le terme d'antiquité, ici, comprend tous les objets de la période préhistorique jusqu'au XVIIIe siècle de notre ère. Et enfin, les articles 18 à 37 portent sur les fouilles. Le règlement fait aussi la différence entre les fouilles dites scientifiques et les fouilles dites commerciales. Dans le premier cas, les antiquités permettent d'étudier les civilisations anciennes, donc scientifiques, c'est ça, ce sont les fouilles scientifiques. Dans le second cas, pour les fouilles commerciales, ces mêmes antiquités font l'objet d'opérations commerciales pour des œuvres destinées au marché de l'art, et notamment au marché de l'art européen. Il est aussi spécifié que c'est au directeur du service archéologique que revient la décision de définir ce qui est scientifique de ce qui est commercial. Pour la première fois, donc avec cette loi sur les antiquités, le gouvernement iranien s'attacha à la préservation de ce patrimoine. Une figure essentielle de la conscience patrimoniale en Iran est l'historien de l'art américain Arthur Upham Pope. En 1925, Pope fit un discours devant Reza Shah et les membres de la cour iranienne sur l'importance de l'art iranien. Grâce à ses talents d'orateur, il parvint à toucher ses auditeurs et le Shah décida d'ouvrir un grand nombre de monuments religieux à des non-musulmans comme lui, ce qui favorisa de nouvelles études grâce à la photographie notamment. En 1931, avec l'aide du gouvernement iranien, Pope organisa une exposition internationale d'art persan, la International Exhibition of Persian Art, à Londres, dont je vous ai mis une affiche ici au centre, à la Royal Academy of Arts. À droite, vous avez une photo prise dans une des salles d'exposition où on voit Pope et son épouse Phyllis Ackerman admirant un chandelier et assis sur un tapis. Cette exposition donnait à voir plus de 2000 objets, certains prêtés par le gouvernement iranien, d'autres par des musées comme le Louvre à Paris, le Victorian Albert Museum à Londres ou encore le Musée des Beaux-Arts de Boston. Il y avait aussi de nombreux prêts, énormément de prêts, de collectionneurs privés. L'exposition a été organisée seulement 1 an après la mise en place de la loi sur les antiquités, et évidemment, beaucoup d'œuvres exposées étaient issues de fouilles illégales, il ne faut pas s'en étonner. Pope était beaucoup apprécié des Iraniens, mais on sait qu'il était aussi appliqué dans le trafic des biens culturels. Néanmoins, et c'est là où je veux en venir ce soir, ce partenariat entre cette figure majeure de la connaissance de l'art en Iran et le gouvernement iranien permit l'organisation d'une manifestation extrêmement populaire qui permit au public anglais et plus largement européen, voire mondial, d'apprécier ce qu'on appelait donc l'art persan. Alors il faut dire qu'on ne distinguait pas vraiment à cette époque ce qu'était l'art arabe, de l'art turc ou persan. Il était donc important qu'une exposition d'art persan, même s'il y en avait déjà eu dans les années 1910 et encore avant, il était important que ce genre d'exposition mette un terme à cette confusion globale sur les arts de l'islam ou sur l'art de l'Iran. Alors voici un plan de l'exposition de 1931 à la Royal Academy of Arts avec ses nombreuses galeries. Comme je vous l'ai dit, il y avait plus de 2000 œuvres exposées et cette exposition ne ressemblait en rien aux expositions actuelles de musées. Alors il est intéressant ici de voir quelques photos de galeries, juste pour vous donner une idée. Donc il y avait des galeries qui étaient dédiées à l'art de période ancienne, d'autres galeries dédiées à l'art de période islamique. Et il y avait un souci vraiment avec un parcours chronologique et pour essayer de montrer une certaine forme de continuité et non pas de rupture avec la conquête musulmane. L'événement fut organisé, j'ai oublié de le préciser, conjointement par le roi George VI et Reza Shah Pahlavi. Donc c'était vraiment quelque chose de très solennel et un grand événement majeur pour l'année 1931. Ici, vous avez quelques exemples d'œuvres exposées en 1931 à Londres. Donc, le bracelet en or que vous avez en haut à gauche date de l'époque achéménide. Il s'agit d'un tribut offert au souverain et il était à l'origine incrusté de pierres semi-précieuses qui ont été perdues. La tête de hache en bronze en dessous est plus ancienne. Elle date du début du premier millénaire avant notre ère, vers le 10e, 9e siècle avant Jésus-Christ. Il y avait aussi cette page de manuscrit du Livre des Rois, ou Shahnameh, de Ferdowsi, l'épopée iranienne dont je vais vous reparler dans un instant, où on voit 2 héros,
Rostam et Esfandiar se livrant à un combat. Enfin, et toujours à titre d'exemple, pour vous montrer quelques chefs-d'œuvre, 2 œuvres du V&A, le musée où je travaille, le tapis avec des inscriptions poétiques de Hafez, donc célèbre poète iranien du XIVe siècle, ou encore la céramique simple mais raffinée, reprenant des exemples de céramique chinoise et qui est d'époque safavide. En regardant les photos des galeries de l'exposition, on peut s'amuser à reconnaître plusieurs œuvres iraniennes, dont ce tapis de chasse conservé à Milan, au Museo Paoli Pezzoli. C'est un des plus anciens tapis iraniens datés, donc il est daté de 1542-1543, et il est en plus signé de Riyas al-Din Jami, donc, ce qui fait un objet exceptionnel. L'originalité de ce tapis tient aussi dans la représentation de petits cavaliers. Bon, je ne pense pas que vous pouvez les voir comme ça, mais il y a de petits cavaliers, croyez-moi sur parole, des créatures mythiques, donc des représentations figurées extraordinaires, dans des détails extrêmement travaillés. Donc voilà, un exemple parmi tant d'autres de ces œuvres à l'exposition de 1931. Un des points forts de cette exposition, pour finir à ce sujet, est la reproduction du portail d'une mosquée d'Ispahan. Il s'agit du portail de la mosquée du Shah, appelée aujourd'hui la mosquée de l'Imam, construite au XVIIe siècle et qui est toujours en place fort heureusement, sur le Meydan et Narche-Jahan, la place dont je vous ai parlé précédemment, au moment où il y a eu le petit bug technique. Le portail in situ fait 27 mètres de hauteur et sa reproduction dans l'exposition de 1931 faisait 9 mètres, pour des questions d'espace. Mais je pense qu'ils auraient aimé faire plus grand s'il y avait encore plus d'espace. L'étude et la reproduction de ce portail ont été rendues possibles grâce à Pope, Arthur Upham Pope, donc, qui étudia le monument sous tous ses angles, notamment, là c'est le portail, mais il put aussi entrer dans le monument puisqu'il avait le droit, et il a pu effectuer les premières études avec ses équipes sur ces monuments d'Ispahan. Alors pour l'anecdote, le portail fut fabriqué au Royaume-Uni et non pas en Iran par le Bath Cabinet Makers Company Limited. Donc je trouve que c'est assez amusant. Un autre événement majeur, dont je ne m'étendrai moins, organisé par le gouvernement iranien dans les années 1930, est le millénaire de Ferdowsi, en 1934 plus précisément. Ferdowsi est l'auteur du Livre des rois, ou Shahnameh, donc l'épopée mythique iranienne dont je vous ai mis sur l'écran quelques couvertures de copies récentes, en anglais et en français, éditées ces dernières années. Le Shahnameh fut écrit au début du XIe siècle de notre ère et constitue, à travers ses histoires mythiques, historiques et légendaires, une référence absolue sur l'identité iranienne. Ferdowsi y relate l'histoire de son pays, de la naissance de l'univers, jusqu'à la conquête musulmane. Écrit justement après la conquête, au XIe siècle, ce livre a permis aux Iraniens de toujours se rattacher à leur histoire glorieuse du passé et leur héritage culturel. C'était une façon, en fait, pour les Iraniens de période qui ont vécu à la période islamique de se projeter dans leur propre histoire. Donc cet ouvrage a joué un rôle, comme vous pouvez l'imaginer, majeur dans la redécouverte du patrimoine iranien, mais aussi dans la montée du nationalisme sous Reza Shah. Depuis 1922, un groupe de personnes formait l'Association des œuvres nationales, en persan Anjumane Asar Milli, dont je vous ai mis l'emblème sur l'écran, et qui reprend des monuments de l'Iran ancien. Ce groupe était composé de membres de l'intelligentsia iranienne, dont le ministre de cour Abdol Hossein Teimourtash, qui travaillait étroitement avec un historien de l'art allemand, Ernst Herzfeld, une autre figure de proue de la conscience patrimoniale iranienne. Ensemble, ils développèrent le concept de nationalisme dans la culture et les arts. Le but de cette association était en fait de préserver, protéger et promouvoir le patrimoine iranien et de se défaire aussi du monopole jusque-là détenu par les Français. L'association organisa, à la demande du Shah, la construction de nombreux bâtiments administratifs à Téhéran dans les années 1920 et 1930, dans des styles dits néo-achéménides ou néo-sassanides. Ces bâtiments, qu'on remarque si on visite Téhéran,
Ce bâtiment offre à voir le nouveau langage architectural de l'État Pahlavi, une manière de se rapprocher de la gloire passée de l'Iran, celle comptée par Ferdowsi et qui faisait la fierté des Iraniens. Cette association, créée en marge du service archéologique, servait une idéologie nationaliste forte. Et curieusement, les monuments islamiques n'étaient pas une préoccupation de l'association. Il faut dire que le souverain Reza Shah était dans une certaine mesure anticlérical. L'Association des œuvres nationales organisa conjointement avec le gouvernement iranien le millénaire de Ferdowsi en 1934, qui eut lieu à Téhéran, mais aussi à Tous, la ville natale du poète dans l'est de l'Iran, près de Mashhad. Il y avait également une célébration en Allemagne, à Berlin. L'événement fut marqué par différentes manifestations, discours et conférences, et un monument fut aussi érigé en l'honneur du poète dans sa ville natale, à Tous. L'association veilla à ce que le monument respecte ce langage architectural pahlavi, et ainsi le monument fut érigé dans un style néo-achéménide. On le voit notamment à sa forme carrée, élevé sur un podium avec des chapiteaux à tête de taureau. De nombreux lieux de mémoire furent créés en Iran dans les années 1940 et 1950, avec des monuments érigés en hommage aux grands poètes et savants iraniens, dans le même genre, voilà, comme Hafez, Saadi, leurs deux monuments sont à Shiraz, ou encore Avicenne, dont le monument est à Hamadan, à l'ouest du pays. Ici, il s'agit de Ferdowsi, et c'est la première manifestation du genre. C'est cette même vague nationaliste qui permit à Reza Shah de changer le nom de Perse pour l'Iran et d'affirmer ainsi la souveraineté iranienne dans le jeu des nations. Il est intéressant d'observer que ce millénaire de Ferdowsi fut aussi organisé à Berlin, à une période de montée importante du nationalisme européen. En 1935, un an après, a eu lieu à Saint-Pétersbourg, en Russie, une nouvelle exposition internationale d'art iranien, cette fois, et non plus d'art persan. Cette exposition, dont je dispose de moins d'informations que celle de Londres en 1931, était vraiment une manifestation politique, plus qu'artistique. Un acte de paix, si on peut le dire, entre Russes et Iraniens qui furent ennemis pendant les siècles précédents. Voici une médaille et un timbre, quelques produits dérivés de cette exposition qui s'accompagna d'ailleurs d'un congrès, un congrès international. Les œuvres étaient exposées au Palais de l'Ermitage et elles regroupaient des créations aussi bien anciennes qu'islamiques, avec tout de même un accent porté sur la dynastie sassanide qui régna sur l'Iran juste avant la conquête musulmane et dont l'Ermitage possédait de belles collections. L'avers de la médaille et le plateau représenté sur le timbre sont tous deux des reproductions d'or favoris de cette période sassanide, où l'iconographie royale était au cœur des créations artistiques. Alors, je vais maintenant vous parler un peu plus en détail du service archéologique. Voici une photo du ministre de l'Éducation Asrar Ali Hekmat à l'époque, à gauche, avec André Godard à droite. Godard était pour l'Iran, en quelque sorte, ce à quoi Viollet-le-Duc était pour la France, une sorte de héros du patrimoine. Et curieusement, on connaît Godard en Iran, mais on le connaît peu en France, et en Suisse aussi, j'imagine. Godard participa à la création du Musée national de Téhéran, conçu entre 1934 et 1936, et inauguré en 1939 à l'occasion du mariage du prince héritier Mohammad Reza Pahlavi avec la princesse Fozia Fouad d'Égypte. Très rapidement, pour vous présenter Godard, c'était un architecte français diplômé de l'École des Beaux-Arts en 1909, qui à la base n'était pas particulièrement spécialisé sur l'Iran. Avant d'être employé par les Iraniens en 1928, il se trouva en Irak, en Égypte aussi, en Syrie et en Afghanistan. Il était plutôt spécialiste d'architecture islamique. En 1919, juste après la Première Guerre mondiale, il se maria avec une Française, Yeda Reuilly, qui l'accompagna dans toutes ses missions. Elle-même était diplômée de l'École du Louvre à Paris et de l'École nationale des langues orientales, à Paris aussi. Donc elle joua un rôle important dans la création du musée de Téhéran, notamment, pour ce qui concerne la muséologie et le parcours. Le couple resta près de 30 ans en Iran, et je trouve que toute l'énergie, donc comme je vous disais, qu'il consacra à l'Iran, qui était en fait leur pays d'adoption en quelque sorte, n'est pas assez reconnue aujourd'hui.
Contrairement à Arthur Upham Pope ou Ernst Herzfeld, les historiens de l'art américains et allemands que j'ai déjà évoqués, André Godard était employé par le gouvernement iranien. Il ne travaillait donc ni à son compte comme Pope, ni pour une université étrangère comme c'était le cas d'Herzfeld. Une des premières missions de Godard au sein du service archéologique fut de dresser une liste des monuments historiques en péril et de travailler à leur restauration. Ainsi, le Meydan Narche Jahan d'Ispahan devint une de ses principales préoccupations. Dans ses archives conservées au musée du Louvre, on lit le constat suivant, fait par Godard lui-même. Je vais vous le lire. À propos du Meydan, je dois signaler une fois de plus que cette belle place, complètement libre à l'époque safavide, qui servait aux revues de troupes, aux réceptions d'ambassadeurs, aux jeux de polo du roi comme aux fêtes populaires, est aujourd'hui encombrée d'éléments disparates, lampadaires affreux, peints à l'aluminium, camions de la municipalité qui s'en servent comme d'un garage, kiosques de bois jaune, véritables forêts qui cachent le fond du Meydan, et, pire encore, sous prétexte d'urbanisme, une inimaginable complication de routes courbes et de bordures en béton du plus mauvais goût. Le redéploiement de cette place constitua un travail important pour Godard et le service archéologique. Il faut dire que le gouvernement iranien avait quelques idées saugrenues pour son réaménagement, comme par exemple la création d'un stade pouvant accueillir 20 000 spectateurs sur cette place. Godard s'opposa fermement à cette idée et proposa plutôt de créer une place de contemplation agrémentée de verdure et de jardins, délimitée par des monuments uniques qu'il fallait absolument mettre en valeur. Ainsi, tout un travail de réaménagement dans l'esprit d'un jardin persan eut lieu, en plus de la restauration des monuments qui en faisaient le tour. Bon, voici quelques photos supplémentaires du Meydan pendant sa première phase de réaménagement. La place forme un rectangle de 560 mètres de long et 160 mètres de large. Depuis cette place, à l'époque safavide, assis dans leur palais, les souverains, et notamment Shah-Abbas Ier, pouvaient admirer les jeux de polo qui avaient lieu au centre. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais Narche Jahan, le nom de cette place, veut dire littéralement « image » ou « portrait du monde », ce qui n'est pas négligeable. Enfin, ces deux photos qui donnent à voir les jardins qui forment actuellement cette place, avec le bassin au centre. Alors, peu de personnes le savent finalement, mais tout cela a été réfléchi par un architecte français en Iran. Je voulais aussi vous parler de la restauration des monuments, ici en l'occurrence une entrée voûtée de la mosquée du Shah, ou mosquée de l'imam, sur cette même place du Narche Jahan. Donc on voit une fissure à gauche, donc une photo qui est très intéressante pour les spécialistes qui essayent d'étudier le monument, un exemple unique de l'état du monument dans les années 30. Donc, à droite, vous avez aussi un avant-après intéressant du monument, où on voit en fait donc, cet état dans les années 30 et ce qu'il en est aujourd'hui, grâce au travail de restauration amorcé par le service archéologique. On sait que Godard se chargea personnellement des travaux avec l'aide de techniciens et d'artisans iraniens qui maîtrisaient les techniques traditionnelles de construction. Et il y avait vraiment tout un échange important entre le savoir-faire qu'il pouvait apporter et le savoir-faire de Godard par sa formation d'architecture à l'École des Beaux-Arts de Paris. Voici quelques photos d'artisans iraniens prises par Godard. À gauche, un portrait de Ostad Jafar, restaurateur de mosaïques, sur cette place à Ispahan. Et à droite, deux photos d'artisans travaillant sur les céramiques formant le dôme d'un monument. Une autre action du service archéologique fut la création du Musée national à Téhéran. André Godard et le ministre iranien de l'Éducation sous Reza Shah, que je vous ai montré, Ali Asrar Hekmat, travaillèrent ensemble dans le but de définir le projet du musée qui devait répondre aux volontés du souverain. Reza Shah, c'était d'ailleurs, pour ce musée, il s'était inspiré de son homologue turc, Mustafa Kemal Atatürk, et de ses avancées dans le domaine culturel avec la création d'un musée et d'une université à Ankara. Vous avez là une image du musée conçu par Godard. Ses compétences étaient importantes à plus d'un titre, d'abord parce qu'il maîtrisait des principes architecturaux issus de sa formation aux Beaux-Arts, ensuite parce qu'il exportait le modèle du musée en Iran.
Le gouvernement demanda à Godard de créer le musée en harmonie avec le passé de l'Iran, et notamment de l'Iran antique. Il faut bien imaginer que l'Association des œuvres nationales avait aussi son mot à dire. La façade du musée reprenait ainsi le modèle d'un monument ancien d'époque sassanide, le Torek Shah, à Ctésiphon, aujourd'hui en Irak, qui fut construit en 540 de notre ère, aux environs de 540, après une victoire des Sassanides contre les Byzantins. Le choix de ce monument fut symbolique, puisqu'il rappelait la dynastie glorieuse sassanide, pré-islamique, qui s'étendait sur un territoire très vaste, au-delà de des frontières actuelles de l'Iran. Et il reproduisait aussi le modèle de l'Iwan, donc cette grande salle voûtée ouverte sur un côté, un élément majeur de l'architecture islamique. L'utilisation des briques rouges, que vous voyez sur la photo plus récente, rappelait aussi dans une certaine mesure les ornements polychromes des palais sassanides. La photo en haut à droite, issue des archives Godard du Louvre, a été prise pendant la construction en 1936. À l'entrée du musée, le visiteur était accueilli par un poème écrit en l'honneur de Reza Shah et de sa dynastie au service du progrès et de la modernisation. L'inscription a été remplacée par un verset coranique après la révolution islamique de 1979. La photo à gauche de l'écran provient des archives Godard du musée du Louvre. On voit bien que l'inscription a changé sur la photo de droite que j'ai prise en 2019. C'est une anecdote. À l'intérieur du musée, l'espace est large et lumineux avec de grandes fenêtres, de grandes vitrines aussi pour les objets. Et tout a été imaginé par Godard avec l'aide de son épouse Yeda et des collègues iraniens, dont notamment une jeune iranienne qui s'appelait Mademoiselle Riazi, qui était assistante de conservation. Avec ce musée, il y avait enfin un lieu dédié au patrimoine iranien pour le public iranien. Il aura fallu attendre plus de 60 ans entre les premières volontés de Nasser al-Din Shah Qajar et l'ouverture du musée national en Iran. Sous le règne de Reza Shah, l'art de l'Iran était moins connu en Iran qu'à l'étranger. Et l'ouverture du musée iranien était donc nécessaire afin de valoriser l'art iranien auprès de sa population. Le musée avait et a toujours des collections remarquables de céramique et bronze préhistoriques, des reliefs achéménides, des ornements architecturaux islamiques et surtout une large collection de céramique médiévale et moderne. Le premier objet exposé au musée, même le premier objet installé au musée, est la statue Parthe dite de Shami, qui est une statue de bronze d'environ 2 mètres de hauteur, probablement datée du 1er siècle avant notre ère. Ces photos à gauche sont intéressantes pour les spécialistes, car elles montrent encore une fois l'état de la statue avant sa restauration. Le rez-de-chaussée du musée était dédié à l'Iran ancien, pré-islamique, c'est-à-dire du 4e millénaire avant, au 7e siècle après notre ère. Toutes les antiquités saisies par le ministère de l'Éducation, et dont je vous ai montré une photo tout à l'heure, des réserves visitables, furent transférées dans le musée national. Les collections furent enrichies par les objets découverts lors des fouilles aussi contrôlées par le service archéologique en application de la loi sur les antiquités de 1930. Je dois mentionner qu'à la lecture des archives Godard du Louvre, j'ai appris que certains objets gardés initialement pour le musée de Téhéran furent donnés dans des circonstances bien mystérieuses à des collectionneurs ou des musées européens et américains. Je pense par exemple au bronze du Loristan, une région à l'ouest de l'Iran. Ces bronzes, découverts dans les années 1920, sont très vite apparus dans le marché de l'art. En voici quelques exemples. Je ne pointe absolument pas du doigt les collections auxquelles elles appartiennent, c'est juste pour vous donner une idée de ces bronzes du Loristan. Celui en forme d'étendard provient du LACMA, le Los Angeles County Museum of Art. Celui en haut à droite provient du Musée des Beaux-Arts de Montréal et celui en bas du Musée du Louvre. Tous ces bronzes furent produits au début du 1er millénaire avant notre ère. Je vous en ai montré un tout à l'heure qui était exposé à l'exposition de 1931 à Londres. D'ailleurs, il faut dire que cette exposition regorgeait de bronzes du Loristan, mais sans aucune information à leur sujet. Ces bronzes furent découverts de manière illégale et malheureusement, on ne connaît pas leur contexte de production. Un problème majeur était aussi le nombre important de faux bronzes du Loristan qui étaient en circulation. Le collectionneur iranien Mohsen Moradam a écrit dans le journal Iran Emo en 1945, je cite,
Ne craignez pas que les marchands d'antiquités ne vous vendent de faux bronzes du Laurestan. Monsieur Godard les a tous achetés, très cher, pour le musée. En fait, certaines personnes, dont Mohsen Moradam, soupçonnaient Godard de donner des vraies œuvres du Laurestan au musée du Louvre et en fait d'acheter des faux très chers pour le musée de Téhéran. Ces rumeurs génèrent beaucoup notre architecte français qui rappela Moradam à l'ordre. Donc, il y a une série de lettres dans les archives intéressantes à ce sujet. Et alors, il faut dire qu'à cette époque, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais il faut dire qu'à cette époque, les savants étaient aussi marchands. Nous savons qu'Ernst Herzfeld avait vendu la plupart des antiquités qu'il avait trouvées en fouille à des institutions américaines. Il envoya aussi certaines œuvres sur le marché berlinois. Quant à Arthur Upham Pope, il est largement connu pour avoir été collectionneur et marchand, vendant des œuvres très précieuses pour quelques faveurs. Malgré tout, le musée de Téhéran possède encore aujourd'hui quelques bronzes du Laurestan dans ses collections, vrai ou pas, mais finalement peu comparé à ce qu'on trouve dans d'autres collections. Je vous ai dit que les rez-de-chaussée du musée de Téhéran étaient dédiés à la période ancienne. Les objets de période pré-islamique étaient exposés au premier étage. Je parle bien des créations produites entre le 7e et le 19e siècle. Pour ceux qui sont familiers de l'art islamique en Iran, il y avait dans les collections du musée de Téhéran des céramiques issues de Nishapur, mais aussi de Rey et de Suse. Beaucoup d'œuvres provenaient de mausolées toujours en place, comme le tombeau de Cheikh Safi al-Din à Ardabil, au nord-ouest du pays. Cheikh Safi al-Din était un leader soufi qui mourra au XIVe siècle. Un leader, c'est pas vraiment le terme. Bon, vous avez compris. Il était l'ancêtre de Shah Ismaël, le fondateur de la dynastie safavide 2 siècles plus tard. Il y avait à Ardabil, dans le sanctuaire de Cheikh Safi, une collection remarquable de céramique chinoise. En fait, les Shahs safavides aimaient à collectionner la porcelaine d'époque Ming, entre le XIVe et le XVIIe siècle. Cette porcelaine, et notamment les bleus et blancs, inspira les Iraniens, qui à leur tour produisirent une vaste quantité de céramique siliceuse de style similaire, souvent destinée à l'exportation vers les pays européens, et notamment les Pays-Bas. À la création du musée, toutes les porcelaines d'Ardabil furent ramenées à Téhéran. Et la photo que je vous ai mise à gauche montre Yeda Godard, assise au bureau, la femme d'André Godard, et son assistante, mademoiselle Riazi, entourée d'objets à classer et à inventorier. Aujourd'hui, il y a une salle dédiée à ces porcelaines chinoises au Musée national de Téhéran. Chaque objet du musée était aussi photographié. Les objets à droite sont les premiers exemples d'œuvres iraniennes photographiées du musée pour l'inventaire, et on les retrouve dans les archives d'André Godard au Louvre. À part la figurine en bronze du Laurestan, ce sont des céramiques de différentes périodes, du XIIe au XVIe siècle. Quelques objets ont aussi été restaurés sous la direction de Godard. C'est le cas par exemple du mihrab du mausolée d'Ali ibn Jafar à Rome, dans le centre de l'Iran. À gauche, vous avez une photo prise au moment de l'ouverture du musée en 1939. Comme vous pouvez le voir, le mihrab était lacunaire et certaines parties manquaient. Le résultat après la restauration est assez frappant. Et vous avez une image de la galerie quelques années plus tard, dans les années 1940 au centre. Les parties manquantes ont été restaurées de manière très fidèle, notamment grâce à l'étude faite par Godard sur ce monument de l'Iran, après la conquête, qui date d'après la conquête mongole. Les efforts menés par Reza Shah et son gouvernement, avec l'aide de figures étrangères telles qu'Arthur Upham Pope, Ernst Herzfeld ou encore André Godard, ont ainsi permis aux Iraniens de mieux connaître leur patrimoine et de le valoriser, que ce soit en Iran ou à l'étranger. D'ailleurs, ces figures sont celles qui ont été les premières à publier exclusivement sur l'art de l'Iran, comme en témoignent ces 2 ouvrages, des lectures fondamentales pour toute personne s'intéressant à l'art iranien, la revue Asar-e-Iran par Godard et le Survey of Persian Art de Pope, 2 ouvrages édités dans les années 1930. L'art de l'Iran était très en vogue en Iran au début du XXe siècle, et l'ouverture d'un musée national à Téhéran a permis aussi aux Iraniens de s'approprier leur patrimoine.
Godard a contribué à promouvoir le musée de Téhéran en dehors des frontières de l'Iran, notamment en France, en France. En 1948, il organise avec sa femme une exposition au musée Cernuschi à Paris. Des œuvres du musée iranien étaient ainsi exposées à l'étranger. C'est le cas par exemple de cette tête en lapis-lazuli d'époque achéménide et cette aiguière d'époque mongole ilkhanide, qui sont une aiguière ajourée, la technique de lustre métallique. Malheureusement, la photo est en noir et blanc. Donc 2 œuvres qui sont depuis retournées en Iran. Alors, il y avait plus d'œuvres du musée que cela, mais je vous ai mis 2 exemples ici. Donc voilà, j'ai un peu dépassé le temps que j'avais, mais je terminerai cette présentation en disant que pour la première fois, des œuvres du musée de Téhéran côtoyaient celles du Louvre en vitrine, et peut-être les Shah Qajar en avaient-ils rêvé, cela a fini par se réaliser. L'Iran avait ainsi son musée, ses collections, et le regard porté sur son art ne cessait d'évoluer et d'attirer l'attention. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Voilà, celui-ci fonctionne de micro. Je vous remercie vraiment beaucoup pour cette très très intéressante conférence qui nous a ouvert, disons, un monde. C'est beaucoup dire parce que nous sommes beaucoup allés dans ces musées, mais on voit comment ce goût pour l'art iranien est arrivé jusqu'à nous. Et j'aimerais savoir s'il y a des questions dans le public. Je me demandais, il y a un tapis que vous avez montré. Oui. Il y avait des inscriptions d'un poète. Oui. Est-ce que c'était le poète, moi j'ai pas le nom en tête, mais le plus connu qui a écrit le Livre des Rois? Alors, c'est de ce tapis dont il s'agit, le tapis de Milan, c'est ça? Oui. Alors, moi je peux vous parler de celui du Victorian Albert Museum en détail. Je sais. C'est probable, celui du Victorian Albert Museum qui date de 1539, 1540, est le plus ancien tapis conservé, daté. Celui-là est celui qui vient juste après, qui date de 1542-1543. Et celui du Victorian Albert Museum, le tapis d'Ardébile, a effectivement un poème de Hafez qui est inscrit sur le tapis. Et c'est probable que celui-ci aussi. Mais de tête, de mémoire, Pardon. Je parlais de l'autre. Du coup, je me rends compte que c'est l'autre dont je parlais. Ah, vous parlez de celui du Victorian Albert Museum. Le nom du poète, du coup? Hafez. Hafez. H-A-F-E-Z. Hafez. Merci. Je vous en prie. Alors, le tapis du Victorian Albert Museum n'était pas à l'exposition de Londres, mais il y avait le tapis... Pardon, je peux pointer. Non, je n'arrive pas. Ah si. Celui-ci, qui est son jumeau, si on peut dire, qui est moins imposant que celui de Londres, mais qui est à Los Angeles aujourd'hui, et qui a une inscription du poète Hafez. Vous parliez peut-être de celui-ci aussi. Oui, c'est ça. C'est Hafez aussi. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a une autre question ? Madame, tout d'abord, mille merci de votre passionnante conférence. Merci. J'ai une question par rapport au musée dont vous nous avez appris l'existence, ou plutôt la fondation, le nouveau musée iranien. Mm-hmm. Est-ce que depuis la révolution de 79, les collections ont été changées? Parce que je sais aussi que à certaines occasions, les
pouvoir en place islamiste était contre l'art précédant l'islam. Donc ma question est sur ces collections antiques. Est-ce que les choses ont beaucoup changé? Est-ce que des choses ont été cachées, voire vendues, détruites, etc. Est-ce qu'on a des catalogues? Est-ce qu'on voit l'évolution des collections du musée? Est-ce que vous l'avez étudié? J'ai essayé de l'étudier. Les collections anciennes sont toujours en place. Je ne sais pas si certaines ont été cachées et vendues. Je ne pense pas, très honnêtement, parce qu'il y a vraiment cet intérêt majeur. Bon, il y a eu quand même une période un peu trouble avec la Révolution, bien sûr, et la guerre Iran-Irak, mais lors de la réouverture du musée à la suite de ces événements, les collections étaient toujours là. À cette époque, au moment de l'ouverture, il y avait un étage consacré aux objets anciens et un étage aux objets de période islamique. En fait, après la Révolution, cela s'était même fait un peu avant, un bâtiment a été construit juste à côté pour abriter les collections islamiques. Donc ce bâtiment-là, actuellement, ne contient que les objets de période ancienne. Et donc on l'appelle le musée Iran Boston, qui est le musée de l'Iran ancien, qui fait partie du musée national. Et il y a un bâtiment annexe avec les collections islamiques. Et de nombreux efforts sont faits aussi bien pour les collections antiques qu'islamiques. Donc voilà ce que je peux vous dire. Je vous en prie. Vous avez mentionné des fouilles illégales, et je pars du principe, mais vous pouvez me corriger, que donc des œuvres ont quitté l'Iran. Oui. Et si c'est le cas, est-ce que l'Iran a fait des demandes pour des restitutions? Et si c'est le cas, est-ce qu'elles ont été couronnées de succès, ces demandes? Merci pour votre question. Il y a eu, oui, des demandes. Je ne sais pas dans quelle mesure. Enfin, je ne connais pas Je sais par exemple qu'en Turquie ou en Grèce, il y a des demandes de restitution très importantes qui sont faites auprès de musées européens, américains, mais en Iran, ces demandes de restitution ne sont pas aussi poussées qu'en Turquie, par exemple. Il y a eu récemment, il y a quelques années, une restitution qui a été faite d'un objet qui était antique, je ne sais plus s'il était achéménide ou plus ancien, du musée des Beaux-Arts de Montréal, qui est retourné en Iran. Donc je sais qu'il y a quelques restitutions, mais pas beaucoup. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci pour cet exposé. Pour revenir au titre de votre présentation, Nouveau regard sur l'art persan, comment vous définissez, où est le nouveau regard dans le sens... et puis, pour revenir au sujet de votre thèse, comment les Iraniens, conservateurs iraniens, je ne parle pas que des autorités politiques, que ce soit les Shahs ou après la Révolution, mais le côté conservateur de musée, parce qu'il y en a toute une poussée dans ce sens-là, et il y a d'archéologues iraniens. Comment eux, ils regardent sur cette période-là, et comment ils apprécient les fouilles étrangères, mais aussi, quelque part, le pillage du patrimoine national qui a été fait en même temps. Vous parlez des archéologues maintenant. Oui, si vous avez regardé le regard iranien, oui, mais bien pas sûr. des autorités politiques, oui. plutôt des conservateurs de musées, de ceux qui, dans toutes les villes, les villages, en fait, s'en occupent tous les jours. D'accord, merci. Alors déjà, sur les nouveaux regards, j'ai mis ce titre pour parler un peu de cette prise de conscience patrimoniale, ce nouveau regard qui est porté sur ces monuments, sur ces objets,
la création d'un musée pour les abriter. Et vraiment, enfin, comme j'ai parlé du regard iranien d'un côté et aussi du regard d'Arthur Upham Pope, Ernst Herzfeld ou André Godard de l'autre, j'ai voulu mettre cela au pluriel. Donc voilà pour la question des regards, j'espère que cela répond à votre question. Et alors pour les conservateurs, archéologues qui travaillent en Iran, André Godard a été le directeur du service archéologique de 1928 à 1960 et il a aussi créé la faculté des beaux-arts de l'université de Téhéran. Donc là, je vous ai parlé que de son travail de restauration et la création de musées, mais il a aussi joué un rôle fondamental dans la création de la faculté des beaux-arts. Il en a été doyen et il a favorisé les échanges universitaires entre la France et l'Iran, et beaucoup d'archéologues et d'architectes ou d'historiens de l'art se formant en Iran ont pu bénéficier de voyages d'études en France et se sont formés un peu entre les deux pays. Et donc toute cette recherche archéologique, toutes ces fouilles ont été très bien accueillies de ces jeunes étudiants, c'est comme ça qu'ils ont appris le métier en voyageant et en partageant des expériences entre Français, Iraniens, et voilà. Donc, ça répond à votre question. Voilà. Alors, nous allons passer à côté pour prendre un rafraîchissement, mais auparavant, je donne encore la parole à Madame Eid de la 16. Je n'ai aucune question à poser. C'est tellement beau tout ce que nous avons entendu. Sarah Piram, mille merci. Merci. Vous avez une façon tellement agréable de présenter. C'était très riche, très bien documenté, et on sent le plaisir que vous avez de présenter ce sujet. Je tiens vraiment à vous remercier. Merci beaucoup. Merci. Merci.